3, 2, 1. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir pour, malheureusement, je dirais, mais avec une émotion particulière, cette dernière conférence Africa COP. Africa COP 2025 est une initiative complètement innovante que nous avons proposée au cœur du salon Cyclo. Vous le savez, avec cet arbre à palabre, l'idée était vraiment de faire fusionner les idées, faire éclore les solutions, puisque Africa COP, soif de partage, soif d'échange, de solutions impactantes et innovantes. Alors, nous avons eu l'occasion d'aborder beaucoup de sujets pendant ces 2 jours liés à l'eau, la ressource eau, et également l'assainissement des eaux, avec toute une série de stratégies, d'actions de terrain aussi, de retours, d'apports, d'expertise qui ont été partagés autour de cette table. Alors, lors de cette conférence, nous allons aborder la question des acteurs économiques et des actrices économiques qui sont engagés pour le développement des services des eaux et pour l'assainissement des eaux sur le continent africain, donc dans différents pays. On aura l'occasion, grâce à une palette incroyable de speakers et de speakers, d'aborder ces questions qui sont absolument essentielles. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est près de 2,2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et on est sur près de 1,6 milliard de personnes qui n'ont pas accès aux structures de base d'assainissement des eaux. Donc, on le voit, c'est vraiment un enjeu criant. Évidemment, quand on parle d'accès à l'eau potable, on parle aussi de ses conséquences et des impacts en termes de dérèglement climatique et d'effets sur les populations. Et donc ici, on va voir comment est-ce que les acteurs et les actrices privées, les entreprises, peuvent apporter des solutions qui font la différence dans le quotidien des personnes à travers leurs projets. Pour ce faire, j'ai le bonheur d'accueillir différentes intervenantes et intervenants. Tout d'abord, je vais appeler, pour me rejoindre sur scène, une personne qui a l'habitude de partager ses actions, ses projets. C'est Monsieur Christopher Duché pour Dosastron, qui est chef marché et traitement de l'eau. On peut l'applaudir très chaleureusement. Merci de nous rejoindre. Ensuite, je vais appeler Monsieur Cédric Toulou, qui est directeur projet et innovation au sein de Tergis. Il va également partager avec nous son expertise. On peut également l'acclamer. Suivra la structure EcoBird. Et pour ce faire, j'ai le bonheur d'accueillir Monsieur Pierre-Yves Roual, qui est consultant. Merci de nous rejoindre. Et enfin, j'accueille un duo, donc pour Soltana et Socopération, Monsieur Antoine Mérigot, chargé de projet eau et transition hydrique. Merci de venir sur cette scène. Et Madame Marie Borsato, donc, qui est coordinatrice des programmes chez Socopération. Et j'ai presque envie de dire que je ne la présente plus. On peut l'applaudir. Merci. Alors, ce moment de partage et d'échange se veut d'être libre, vraiment dans l'esprit de l'arbre à palabre, où finalement les idées viennent se rencontrer. Alors, c'est un écrin de convivialité et aussi un écrin chaleureux que l'on va créer. Donc, je vais vous demander à toutes et à tous de venir vous rapprocher, de venir au premier rang. Voilà, venez. On a besoin de sentir cette énergie parce que finalement, c'est grâce à la fusion des idées et aux synergies qui se créent qu'on a de belles pensées qui émergent et que l'on crée cet espace de co-construction. Donc, mesdames, derrière, venez tout près. Venez, mais c'est pas grave. Même si c'est intense, ça fait plaisir. Je sais que beaucoup d'entre vous sont également exposants lors du salon, mais on profite aussi de votre présence. Alors, on va commencer du coup, sans plus tarder, par Monsieur Christophe
Duché, Christopher Duché. Alors, quelles solutions innovantes votre structure propose pour faire la différence? Voilà, le PowerPoint est en marche. Bonjour à tous, donc je suis Christophe Duché, je travaille chez Dosatron en tant que chef de marché. Hop. Exactement. Dosatron est une structure qui a une cinquantaine d'années d'existence et qui est implantée en région bordelaise, à Tresse. Nous sommes une organisation aujourd'hui qui déploie sur le terrain environ 200 000 pompes. Alors attendez, j'ai un petit souci sur la rapidité d'exécution des slides. Ouais, c'est un peu rapide. Voilà, on va rester sur... Est-ce que je peux faire pause? Oui. Ouais, je refais pause en rappuyant. Ok. J'ai pas appuyé. Bon, c'est pas bien grave. Je peux le faire à l'oral sinon. Alors, je vais demander à Jeanne, ma collègue, qui va pouvoir vous appuyer. Non. Comme ça va normalement? Oui, bah, très bien. Ah, non. Ouais, mais ça part. Ok. Oui. Oui, Jeanne va nous rejoindre pour résoudre. En attendant, vous pouvez... Ok. Voilà, donc, la structure Dosatron est installée à Tresse depuis 50 ans maintenant. C'est déployé historiquement sur le monde animal puis végétal avec une technologie qui est une technologie relativement simple. C'est une pompe hydromotrice qui permet de mélanger une chimie qui est miscible dans l'eau. Donc on va pouvoir additionner cette chimie à l'eau et ou traiter l'eau ou apporter une vaccination dans l'eau pour des animaux ou apporter un fertilisant pour faciliter la fertilisation. Donc ces technologies ont été déployées sur tous les terrains d'opération du monde. Ça fait plus de 50 ans. On fait de l'export à hauteur de 95% de notre activité. Et ce sont 110, 120 personnes qui sont au quotidien en charge d'assembler ces équipements. Donc c'est assemblage et expédition et vente qui sont basées à Bordeaux. On va dire que le monde animal, l'irrigation, la fertilisation, qui ne nous concerne pas aujourd'hui, représente plus de 98% de notre activité. On produit 200 000 pompes par an, à peine 2000 pompes pour le domaine de l'eau potable. Donc le résumé ou le raccourci est le suivant. Aujourd'hui, il y a plus de financement pour la production animale et végétale que pour la potabilisation de l'eau. C'est triste. Pourtant, il y a beaucoup d'argent de dépenser, mais elle n'est pas forcément redirigée aux endroits nécessaires. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de faire dans le domaine de l'eau potable aujourd'hui? C'est le sujet qui nous rassemble. Donc, à l'écran, vous avez... Maintenant, je vais revenir sur la petite vidéo pour comprendre ce que l'on fait. On fournit des pompes doseuses qui ressemblent à des grosses seringues qui permettent de mélanger l'eau avec un additif et en sortie de la pompe, on se retrouve à ce mélange eau plus additif. Donc en ce qui nous concerne pour le domaine de la potabilisation humaine, on va ajouter une juste dose de chlore qui sera en conformité avec les normes OMS. L'OMS demandant entre 0,2 et 0,5 mg de chlore pour l'eau de consommation. Donc ces pompes-là fonctionnent sans électricité. On va se servir de la force de l'eau disponible. Donc souvent, on a une pompe de forage qui est solaire ou non. Et on va administrer du chlore en amont du château d'eau pour pouvoir avoir un temps de contact et une désinfection dans le château d'eau. Voilà. Donc ça, c'est ce qui retourne de la technologie. Voilà. Et ces pompes-là, étant exportées, donc utiles dans tous les projets de forage, puisqu'on a des traitements en principe à effectuer. Et on va retrouver cette technologie dans de nombreux projets d'urgence, mais de développement aussi, puisque ce sont les deux fers de
de nos projets. Donc on va travailler avec des structures comme MSF. On va même développer des technologies avec eux, des nouveaux projets innovants avec eux, mais aussi Solidarité Internationale. Dernièrement, on est intervenu sur le cyclone de Mayotte en travaillant avec Solidarité Internationale. On retrouve quasiment nos équipements sur tous les terrains d'opération où il y a des urgences climatiques. Maintenant, on ne se déplace pas forcément sur tous ces terrains, mais on retrouve ces petites pompes bleues quelque part. Voilà. Donc 2000 pompes qui sont utilisées uniquement dans le domaine de l'eau. Voici ici quelques illustrations de formes de pompes. On va traiter des volumes d'eau entre 10 litres heure et 450 mètres cubes heure. Donc on est vraiment capable de travailler sur des petits volumes pour des communautés, sur des petits forages, mais aussi sur des volumes d'eau beaucoup plus importants dans le cadre de projets urbains ou périurbains. Je ne vous cache pas que c'est assez déstabilisant. Je vois les slides qui tournent à 100 à l'heure. Donc oui, effectivement. Je m'adapte. D'un point de vue technique, la manière dont les slides ont été construites, on n'arrive pas à débloquer c'est pas bien grave. Le rythme. C'est pas bien grave. Je pourrais vous laisser et vous mettre à disposition la présentation et vous la commenter ultérieurement si vous le souhaitez. Voilà. Merci pour déjà ces solutions stratégiques que vous mettez en place, et puis ça nous donne déjà un aperçu de ce que peuvent proposer les entreprises pour faire la différence. Alors on va passer à notre second orateur qui est monsieur Cédric Tolou, donc qui est directeur projet et innovation au sein de Tergis. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est quel système novateur vous avez pu implémenter? Et puis, je sais que vous avez aussi une forte expérience de terrain. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler aussi et nous faire un retour, notamment avec ce que vous avez mis en place en Côte d'Ivoire? Bonjour à tous. Alors, est-ce que ça va marcher? On croise les doigts. Jeanne est à la régie, donc elle va tout mettre en place pour pouvoir solutionner. Mais dans tous les cas, comme je sais que vous êtes un bon orateur, on peut compter sur votre spontanéité pour embrayer le pas. Exactement. Alors, donc bonjour à tous. Donc, je suis Cédric Tolu, je suis directeur projet et innovation au sein de Tergis. Alors, chez Tergis, qu'est-ce que nous faisons? Nous développons et fabriquons des unités autonomes de production d'eau et d'énergie verte. Autonome veut dire autonome en énergie. Merci Pierre-Yves. Le slide d'après. Merci. Donc nos unités sont en conteneur, donc elles sont faciles à transporter et à installer. Nous sommes donc basés à Blanquefort. Nous avons été créés en 2017. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc on a le statut jeune entreprise innovante depuis 2019. On a des brevets, etc. On va passer au slide après. Je pense que ce sera un peu plus rapide. Effectivement, pour répondre à vos questions, c'est que comme vous le savez tous, on fait face à un gros challenge au XXIe siècle. C'est l'accélération du changement climatique provoque de plus en plus de tensions sur la ressource en eau, qui devient critique pour les populations. Donc on a presque 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à une eau potable saine, et plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité. C'est vrai, c'est assez déstabilisant. Ouais, bon. On va faire avec. Et donc effectivement, donc l'accès à l'eau potable dans les pays en développement devient un enjeu très très fort. Et dans nos contrées, c'est le sujet de la réutilisation. Alors, quels sont nos marchés? Donc là, en fait, on les voit. Donc on a le marché. Donc nos produits Waterbox produisent jusqu'à 1000 m3 jour d'eau potable, et quand je dis eau potable, c'est vraiment de l'eau saine, exempt de toute bactéries et de maladies hydriques, et on peut produire jusqu'à 5 MWh par jour, c'est pas 50, c'est 5. Donc on a différents marchés, c'est donc l'accès à l'eau potable pour les populations rurales,
C'est donc du dessalement d'eau pour l'irrigation et pour les industriels. Et aussi, on s'adresse aux resorts, aux bases vie et donc aux hôtels, où nous sommes capables donc de produire de l'eau potable pour ces endroits, ainsi que du recyclage d'eau. Et l'énergie va venir, entre autres, de panneaux photovoltaïques, mais aussi de micro-méthanisation. Donc, on va venir valoriser les biodéchets de ces centres-là et qui va donc fournir de l'énergie verte pour nos systèmes. Alors, est-ce qu'on arrive à aller au slide d'après? Donc, nos zones cibles, ouais, alors ça va un peu vite. Donc nos zones cibles, c'est le monde entier, mais particulièrement donc l'Afrique. L'Afrique, donc la France, Dom-Tom. Donc l'Asie, essentiellement le Cambodge, et l'Amérique du Sud avec avec la Colombie. Alors donc j'espère que ça va s'arrêter sur ce slide-là, ça va pas trop se dérouler tout seul. Non, c'est bon, tu restes là, c'est très bien, c'est parfait. Donc on a donc plusieurs projets réalisés. On a donc réalisé un projet au Cambodge en partenariat avec Veolia et avec l'ONG Mille Fontaine. Là, on a équipé 10 sites de systèmes d'eau et d'énergie. Donc là, on est venu sécuriser l'eau potable et aussi les eaux de forage. On a équipé, en partenariat avec Dosatron, un hôpital pédiatrique en Ukraine, avec aussi une sécurisation d'eau potable, avec un système d'osmose inverse. Nous avons actuellement donc un projet qui est en cours d'étude, un projet au Sénégal que je vais détailler un peu plus tard. Et enfin, nous travaillons actuellement sur d'autres projets pour lesquels nous attendons des financements. Un projet en Mauritanie. Alors là, ce projet-là, le financement normalement est assez sécurisé. Et nous travaillons donc sur d'autres projets. Un projet au Ghana, donc aussi accès à l'eau potable et services informatiques. Au Cameroun, Chang, là c'est des pompages solaires, et Douala, là c'est du traitement d'eau par ultrafiltration, donc pour sécuriser l'eau potable. Et enfin un projet au centre hospitalier de Libreville, où là nous allons aussi fournir des systèmes de sécurisation d'eau potable avec ultrafiltration et aussi des systèmes de sécurisation de fourniture d'électricité avec des panneaux solaires et des batteries. Alors, effectivement, tu peux le slide après, si ça marche. Donc, nos références en France. Donc, le premier, c'est un projet de recyclage d'eau de voirie, donc toujours autonome en énergie. Le second, c'est en collaboration avec Total Energy, un lac, où là, on recycle des eaux usées, des eaux usées et des eaux de pluie pour le process industriel, toujours autonome en énergie. Et les projets Cambodge et Ukraine que j'ai donc déjà évoqués. Et donc effectivement un projet au Sénégal. Alors, en fait, pour l'instant, on travaille pas encore en Côte d'Ivoire. On aimerait beaucoup, mais pour l'instant, on ne travaille pas en Côte d'Ivoire. On travaille pour l'instant beaucoup au Sénégal, donc avec le projet Cœur Alpha. Le problème qui se pose au Sénégal est essentiellement près des côtes, puisque Cœur Alpha se trouve donc près de la côte atlantique, à 100 km environ à l'est de Dakar. En fait, les eaux souterraines sont très fluorées. Alors le fluor, c'est bien en petite quantité pour les dents, pour le dentifrice, et quand il y en a trop, c'est très nocif pour les dents. Voilà. Et donc on vient fournir un système de traitement d'eau, donc avec de l'osmose inverse basse pression. Avec aussi, comme il y a aussi des soucis de fourniture d'électricité, il y a beaucoup de coupures électriques dans ces contrées-là. Donc on vient aussi fournir une autonomie énergétique avec panneaux solaires et batteries. On sera capable donc de fournir entre 50 et 100 mètres cubes jour, donc d'eau potable vraiment saine et exempt de fluor. Évidemment, on travaille avec des partenaires locaux, essentiellement avec l'OFOR, qui sera le bénéficiaire, qui est l'Office des forages ruraux, donc à l'OFOR. Et donc nous travaillons pour ce projet qui est financé par l'État français. On travaille avec un club de suivi
donc, qui nous suit et nous conseille dans ce projet, avec Neogy, qui fournit des batteries, avec Dosatron, qui nous suit aussi sur ce projet-là, qui était présenté précédemment par Christophe, et avec EAS, qui fournit du matériel électrique en Afrique, et avec Watura, qui crée des formations e-learning dans le domaine de l'eau. Voilà, et c'est un projet qu'on espère mettre en service courant 2026. J'espère avoir fait le tour et avoir répondu à vos questions. Merci. Et puis ça donne une approche très concrète et puis qui va être complétée par nos autres intervenantes et intervenants. Alors, Monsieur Pierry, vous êtes consultant. Alors moi, j'ai envie de vous demander quel type d'expertise et d'accompagnement offrez-vous qui permettent d'innover ? Bonjour à tous. Eh bien, c'est bien que je passe en dernier puisqu'on a parlé de potabilisation, de forage et d'hygiénisation de l'eau. Donc, de notre côté, nous sommes une entreprise historique de l'assainissement en filière végétalisée. Donc, on était les précurseurs en France des filtres, ce qu'on appelle les filtres plantés de roseaux pour l'assainissement. À l'heure actuelle, nous sommes le groupe Kayali avec plusieurs activités originaires de Martinique. Nous sommes présents en Guadeloupe et Guyane, et historiquement depuis 30 ans à Bordeaux, Lyon et Avignon. Donc la société dont je vais vous parler aujourd'hui est la société EcoBird, qui est une de nos filiales spécialisée dans l'accompagnement de projets à l'international et coopération internationale notamment, pour l'assainissement domestique, collectif ou non collectif. Alors quand on parle de non collectif, et notamment en Afrique, on a dans notre palette d'activités plus de 2500 stations d'épuration en filtre planté réalisées. Il y a parmi ces stations d'épuration des stations d'épuration dites de gestion de matière de vidange. Donc on va aller tout de suite dans le concret. La problématique que l'on rencontre et que les pays... Voilà, on va essayer d'aller le plus rapidement possible vers du concret. Oui, mais de toute façon, on a le temps. Et puis, justement, c'est ça qui nous intéresse, puisqu'on a des entreprises, des organisations qui ont cette soif de découvrir les actions Bénin. Exactement. Merci. Donc, généralement, déjà en Afrique, la problématique est le fait que l'accès à l'eau potable a été raisonné de manière à petite échelle. Et l'assainissement n'a pas été pris en compte, parce qu'on ne peut pas le prendre en compte pour des questions de moyens, de manière collective. Donc se sont développés des systèmes d'assainissement décentralisés ou non collectifs à l'échelle de villages, de sanitaires communs ou individuels, qui ont conduit les collectivités à investir dans ces systèmes d'assainissement non collectifs. À l'issue de l'exploitation de plusieurs années de ces systèmes d'assainissement non collectifs, ces derniers génèrent ce qu'on appelle des matières de vidange à évacuer. Et petit à petit, les pays, et en l'occurrence c'est le cas du Bénin, mais il y en a d'autres, se sont posé la question de la gestion vertueuse de ce type de matière de vidange, qui était épandue là où les camions pouvaient les épandre, voire dans une première démarche assez logique, là où ils étaient dilués dans les rivières. Donc nous sommes intervenus, et c'est le cas dans plusieurs pays du monde, pour plusieurs projets de gestion de matière de vidange qui posent des problèmes d'assainissement et d'hygiène importants. Parce que quand c'est géré de manière, comme on le voit ici, de manière sauvage sur les cultures, ça peut générer de très gros problèmes et des impacts d'hygiène sur les populations. Donc là, on intervient en aide, là en l'occurrence sur ce projet. En amont, on a aidé le bureau d'études à concevoir le process, et on a aidé ensuite l'entreprise qui a construit à mettre en service le process. Donc on parle d'un système qui traite 600 mètres cubes jour de matière de vidange sur 5 hectares de lits de séchage plantés de végétaux qui permettent de minéraliser ces boues qui sont très septiques sur des filtres plantés. Donc les filtres plantés permettent
d'accroître la minéralisation des boues, beaucoup plus facile. On a 6 hectares. Pourquoi? Parce que ça se fait sur plusieurs casiers de filtres plantés. Vous avez quelque chose d'assez didactique à l'écran. Et en fait, ça évite d'épandre des boues liquides sur les champs. Et ça transforme ces boues liquides en matière active, en compost. Donc ça permet d'aller très rapidement et à long terme sur des gestions de ces boues qui ne sont donc plus liquides mais en format compost sur de l'épandage notamment agricole. Donc ça c'est très important d'imaginer qu'à l'échelle des pays notamment africains on puisse imaginer raisonnablement que l'ensemble des villes et des villages se dotent de systèmes d'assainissement non collectifs. Je vois passer beaucoup de projets d'appel à candidature et notamment de demandes de subventions en matière de coopération de la part d'ONG pour financer des projets d'assainissement individuel. Et en retour d'expérience, j'appelle à la vigilance et des financeurs et des ONG qui font ces demandes de financement de se demander si dans le périmètre d'action dans lequel ils vont intervenir, il y a une filière de gestion de ces matières de vidange. Clairement, j'ai eu à lire récemment des projets qui ne s'étaient pas du tout posé la question. Donc si, en tant qu'ONG, vous faites ce type de projet, pensez à regarder quelle filière existe en revalorisation de ces boues, parce que tout projet qui se veut vertueux devrait le faire. Et si vous n'identifiez pas de filière de gestion de ces boues, imaginez que ces boues iront quelque part un jour et peut-être dans la nature. Voilà le message que j'aimerais faire passer. Merci beaucoup, message bien réceptionné, bien reçu. Alors, Monsieur Antoine, la parole est à vous. Vous représentez la structure Soltena. Alors moi, j'ai envie de vous demander quels apports stratégiques résultent de vos accompagnements. Bonjour à tous. Moi, j'ai pas de problème de diapo. J'ai pas de diapo, donc vous êtes obligé de me regarder et m'écouter. J'espère que ce sera pas désagréable. Non, c'est très bien comme ça. C'est direct. Pour répondre à votre question, nous, on est un cluster d'économie circulaire et de transition écologique et environnementale en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a des enjeux de coopération et de mise en avant des acteurs néo-aquitains. Vous avez de beaux émissaires devant vous et qui représentent bien ce qu'on peut faire au sein du cluster. L'idée, c'est de mener des actions d'animation, de pilotage, de mise en avant, de retour d'expérience d'entreprises sur des territoires et de mise en avant des technologies, des méthodes de traitement, d'analyse d'eau, par exemple. La réelle plus-value du cluster, donc c'est la mise en relation d'acteurs qualifiés. Donc pour vous schématiser, vous avez un acteur qui est demandeur de solutions, donc une collectivité, une entreprise, qu'elle soit publique, privée, qui va avoir une problématique sur la gestion de l'eau, la gestion de ses eaux. Et nous, on va faire un pré-entretien qualifié. En fait, pour être synthétique, on n'achète rien, on vend rien au sein du cluster, mais par contre, on va avoir vraiment une plus-value sur la mise en relation spécifique, sur la prise de décision avec les entreprises du réseau. On est un réseau de 200 acteurs engagés donc pour la transition écologique qui sont répartis en Nouvelle-Aquitaine, donc sur 3 grands pôles, Bordeaux, Limoges et Poitiers. Et donc ces acteurs, ils vont offrir des solutions. La valeur de nos acteurs, c'est la valeur des projets et la valeur des réalisations. C'est-à-dire que l'immense majorité des acteurs ont un engagement en faveur de la transition écologique et environnementale et ont vraiment des enjeux de coopération
je continue avec ce mot valeur, mais c'est vraiment quelque chose d'important de comprendre, c'est que les enjeux environnementaux et les messages politiques sont aussi portés par notre structure. Ils viennent de l'expertise de nos acteurs et du retour d'expérience de nos acteurs, qui sont souvent des retours d'expérience de terrain. Au sujet de la coopération, donc, on ne mène pas de sujet de coopération internationale au sein de Soltena, malheureusement. On laisse ça à d'autres organismes qui le font. Par contre, on a un accompagnement qui est présent à l'international depuis plusieurs années, qui passe également aussi par le retour d'expérience de nos adhérents, avec des adhérents qui ont suivi des programmes spécifiques financés par Bercy, que je ne me trompe pas. Ces programmes, ils vont avoir comme enjeu d'accompagner les entreprises soit au développement de à l'international, donc développement de process, développement de gamme de produits, mais ils vont aussi avoir comme but, donc au sein de Soltena, nous on fait partie du programme Sirena, qui est un programme de financement de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est à destination des pôles et des clusters, qui vise justement à accompagner le développement d'entreprises à l'international, et donc à l'internationalisation. Sur les sujets de coopération, il y a certains sujets qui peuvent être montés donc en contact avec des acteurs comme SoCoopération. Il faut voir le réseau comme un réseau de solutions, un réseau de personnes qui ont envie de partager ces solutions. Évidemment, on est dans un secteur concurrentiel. Le secteur concurrentiel, dans le secteur de l'eau, il y a une concurrence. L'idée, c'est de réfléchir de manière coopérative en se basant sur le retour de nos adhérents et de nos expériences, qui sont nombreuses. Je vous invite à venir nous rencontrer sur le salon donc Cyclo. On a un stand collectif, on a 10 offreurs de solutions et 10 adhérents qui sont sur toutes les thématiques de l'eau, enfin toutes, pas être exhaustif, mais une grande majorité de thématiques de l'eau. Ça peut aller de prévention des risques jusqu'au traitement de l'eau, en passant par multitude de facettes. Donc je vous invite à venir nous rencontrer, et j'espère que ces échanges initieront des sujets de coopération entre les acteurs offreurs de solutions et les organismes de coopération. Merci beaucoup. Merci Antoine pour ces points que vous avez soulignés. Ça nous permet de transitionner vers Madame Marine de SoCoopération. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question: quels sont les dispositifs que vous déployez et comment faire du lien entre, d'une part, les entreprises et d'autre part, les collectivités? Oui, bonjour. Je suis encore là, mais je mets la pointe féminine à cette Merci Marine. Voilà. Oui, donc SoCoopération, je représente pour ceux qui n'étaient pas là hier et ce matin. Nous sommes un réseau régional multi-acteurs de Nouvelle-Aquitaine, et nous accompagnons et soutenons les dynamiques de coopération à l'international. Nous sommes un réseau composé de collectivités territoriales, d'associations, d'organismes de formation et quelques acteurs économiques. C'est ce qui nous réunit là. Nous parlerons avec Antoine un peu plus du lien entre Soltena et SoCoopération, parce que nous essayons de faire du lien quand même. Mais sinon, à SoCoopération, ce que nous faisons concrètement en lien avec les entreprises, ce que nous allons développer aussi cette année, c'est comment on favorise les mobilités à l'international. Nous avons un dispositif qui est le congé de solidarité internationale, que nous essayons de mettre en lien, enfin que nous essayons de mettre en place, que ce soit avec les collectivités ou des salariés de l'entreprise. Et cette année, on développe un programme qui s'appelle Explore. Tu peux passer, Pierre? Oui, voilà, super. Un programme Explore qui permet en fait de financer des missions terrain de salariés d'entreprise, puisque
nous, à Socopération, on connaît un peu plus les associations et elles ont souvent besoin d'expertise en fait dans leurs projets de coopération, c'est-à-dire d'aider même la fonte du projet, par exemple. Est-ce qu'on projet prend toutes les installations, les techniques suffisantes? Est-ce qu'il y a un marché? Voilà. Et donc ça, c'est des choses. Nous, on n'est pas technique. On se rapproche aussi de partenaires comme PSO qui est là aussi sur l'aspect plus technique. Mais les entreprises peuvent également aussi apporter ce diagnostic et former aussi les personnes, que ce soit les associations ici en France ou même les partenaires à l'international. Et donc du coup, avec ce dispositif Explore, on finance une partie en fait d'un salarié qui pourrait aller justement accompagner une association et un partenaire local sur les aspects très techniques. Et sur l'aspect plus... c'est terminé. Sur l'aspect plus général, avec les entreprises, ça fait quelques années où on essaye de faire du lien avec les entreprises et on se dit, voilà, il faut qu'on aille un peu plus vers ce secteur-là. Et donc, on s'est rapproché de Soltena. Donc, la présidente de Socopération, Annick Lapart, s'est rapprochée aussi de Pierre-Yves à la base, qui était ancien président, et qui est, pour la petite histoire aussi, notre présidente est issue du secteur de l'économie. Elle a une entreprise. Et donc, en fait, c'est aussi, je pense que voilà, deux personnes issues de l'entreprise ont beaucoup plus facilement pris le lien et fait ce lien-là, et qu'on essaye de garder. Je ne sais pas si Antoine, si tu veux développer sur l'intérêt de Soltena et après on développe ensemble. Merci. Non, mais c'est pas pour, c'est pour compléter ce que tu dis, si je peux, c'est pas du tout, si je peux me permettre. Mais oui, il y a des enjeux évidemment de coopération sur le fait qu'on a des technologies qui sont développées en Nouvelle-Aquitaine et dans le reste de la France et qui ont des réels enjeux et une réelle portée aussi sur les enjeux actuels d'efficacité énergétique, hydrique, de transition hydrique de manière globale. L'idée, c'est de coopérer sur la formation aussi des acteurs, sur la transmission de savoir, sur les connaissances transmissibles, sur la durée de vie aussi des produits et sur plein d'enjeux qui sont communs en fait à nos deux structures. Voilà, je sais pas si... Oui, et juste pour compléter, oui, sur l'aspect vraiment très technique, après, la réalité aussi, c'est que, on le disait dans la table ronde juste avant, mais c'est vrai aussi pour celle-ci, les associations ne vont pas naturellement vers des entreprises, et donc du coup, c'est un peu plus compliqué aussi pour elles d'y aller. On a des entreprises qu'on connaît où ils sont engagés, et donc du coup, nous aussi, dans nos accompagnements, on redirige souvent vers aussi les mêmes entreprises, mais le message qu'on veut faire passer, en tout cas avec Soltena et le rapprochement qu'on a, c'est essayer de développer et de sensibiliser les autres entreprises aussi, mais également, il faut le dire, les associations à ce lien-là, parce que il y a des préjugés également sur des deux parties, et donc on essaye de casser ces préjugés-là, que ça soit Soltena ou Socop. Donc voilà un peu le but de notre collaboration avec Soltena. Et si je peux aussi rajouter, on le voit beaucoup sur les retours d'expérience, plus il y a de projets, plus il y a de porteurs de projets, plus il y a de projets. C'est-à-dire que plus on a de retours d'expérience d'acteurs et plus on a de valorisation, ce qui est le but de nos réseaux, de ces retours d'expérience, plus ça va engager aussi d'autres projets et d'autres porteurs de projets à développer. Alors, merci déjà pour ce premier tour de table ronde. Alors, par rapport au deuxième, à la première salve d'apport, j'ai envie de vous demander à chacune et à chacun d'entre vous, de manière générale, d'après vos expériences et vos expériences aussi concrètes de terrain, dans la mise en œuvre d'actions, de projets et de solutions et d'expertise que vous apportez, quels sont peut-être, je dirais, les points de vigilance ou aussi d'amélioration qui peuvent être pensés en termes de gouvernance d'eau. Donc, justement, pour déployer
un impact plus favorable en termes de protection de l'environnement. Donc, à quoi peuvent penser vraiment concrètement les entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets? Je vous propose qu'on commence par l'amont, donc la potabilisation. Tout à fait. Je vous reparlerai d'assainissement. Je vais essayer dans un premier temps de vous parler des difficultés qu'une entreprise privée française peut rencontrer lorsqu'elle va commencer à souhaiter se déployer à l'export. Il est essentiel pour nous, si on est débutant en matière de déploiement en Afrique, par exemple, de bien s'entourer, d'avoir les bons partenaires et de souhaiter vraiment faire ce transfert de technologie, transfert de compétences, être capable de former à nos métiers, faute de quoi les partenaires qu'on trouvera sur place vont se comporter comme des négociants, acheter une technologie occidentale, appliquer un coefficient parfois très fort et revendre la technologie sur place. Généralement, on duplique, on fait une expérience et one shot, on recommence pas. On va passer sur un autre pays, on aura peut-être une expérience similaire et ça ne se répète pas. Il n'y a pas de durabilité. Les équipements acquièrent rapidement une mauvaise réputation. Donc la stratégie de Dosatron, depuis environ 10 ans, c'est réellement de se déployer sur du long terme. Donc on n'a pas inondé le marché sur tous les pays africains en même temps. On a vraiment souhaité se déployer étape par étape avec des pays cibles suite à des projets clés qui ont pu être identifiés et surtout des partenaires clés. Je dirais que l'accélération s'est faite avec des forums un petit peu comme aujourd'hui, comme le Forum mondial de l'eau, où à Dakar, on a identifié des acteurs clés. Et suite à des expériences déjà réussies au Sénégal, on a pu passer à une échelle supérieure. Donc généralement, on procède par une preuve de concept. On va mettre en place un équipement de potabilisation, ou avec une structure privée, ou avec une ONG. Et on s'engage à pérenniser le fonctionnement de cet équipement et on duplique. Donc je prends le cas par exemple du Sénégal, puisque je viens de commencer à te parler du Sénégal. On a commencé par une 40aine de pompes qui avaient été à l'époque installées par la SAD, donc entreprise française, mais historiquement très impliquée et très implantée au Sénégal. Et de ce projet, on avait sporadiquement des pompes installées un petit peu partout au Sénégal, mais il n'y en avait que 40. On a pu rebondir, donc 40 en plus en zone très rurale. On a pu rebondir sur un projet qui était financé par la Banque mondiale, mais qui couvrait la région de Kaffrine-Kaolack à hauteur de 270 villes. Je ne parle plus de villages. Où si auparavant on traitait des volumes d'eau potable de 20-30 mètres cubes heure, là on était entre 40 et 100 mètres cubes heure. Donc des volumes d'eau beaucoup plus conséquents. Et c'est en commençant petit, en s'apprenant, en s'entourant de bons partenaires, d'acteurs locaux, que l'on arrive petit à petit, il faut du temps, il ne faut pas être pressé, on arrive à acquérir de l'expérience et à partir sur des projets qui permettent de lever des fonds nettement supérieurs. Voilà. Merci pour ces enseignements très précieux, Monsieur Christopher. Oui, alors moi je vais abonder dans le sens de Christophe. Nos systèmes sont, en fait, on les développe pour qu'ils soient le plus robuste possible et le plus simple possible d'utilisation et de maintenance. Mais évidemment, ils ont besoin quand même d'un minimum de maintenance. Et pour nous, ce qui est clé, c'est de trouver les bons partenaires locaux pour maintenir nos systèmes. Alors, on est évidemment capable de les former. On se rend sur place pour les former, pour montrer comment nos systèmes marchent. Mais la clé, effectivement, c'est la formation et la maintenance de nos équipements. Parfait, voilà. Très intéressant également. Donc je vais résumer ce que j'ai dit tout à l'heure pour répondre à la question sur le macro.
de l'activité d'assainissement. Je pense que dans un premier temps, si une entreprise comme la nôtre qui fait de l'ingénierie des procédés et qui ne va pas réaliser les projets, donc on les conçoit, sur des points précis de réalisation, on appuie les constructeurs et on les aide à la mettre en service. Je pense que quand il y a des projets à l'échelle mondiale, il y a la moitié de la population mondiale qui n'a pas accès à des réseaux d'assainissement collectif. Je pense que pour prioriser l'investissement de l'assainissement à l'échelle d'un pays, il faut faire en sorte de prioriser là où on est capable de gérer l'ensemble de la filière pour être sûr de faire des projets durables et que les sous-produits issus de l'assainissement soient bien traités. Pour parler ensuite de la coopération internationale entre entreprises et coopération avec les ONG, moi, historiquement, on le fait de manière très facilement, ou avec les financeurs, parce que notre entreprise, on a créé EcoBird pour ça, à l'origine, pour faire du transfert de technologie. Et quand on réunit, quand on est à l'origine du projet, ça nous est arrivé. Et Antoine a dit tout à l'heure que j'étais président de Soltena, donc j'aurais été mal à l'aise d'y aller tout seul. Quand on a fait des projets de coopération internationale, nous, où on était à l'origine du projet, nous avons amené avec nous autant l'appui à la formation, l'aide à la formation. On a la chance au sein de Soltena, notamment, d'avoir l'Office international de l'eau. Donc on a répondu à des projets avec ces derniers, notamment en Afrique, pour qu'on modélise des cycles de formation pour des écoles d'ingénieurs des pays dans lesquels on intervenait. Parce que soit il faut s'entourer de partenaires, mais là, ce n'est pas notre rôle. Ce sont les entreprises que l'on accompagne dans ces pays qui s'entourent de partenaires pour faire la maintenance. Mais si ces gens-là n'ont pas, si ces pays-là n'ont pas la formation adéquate, ça ne marchera pas. Donc en fait, quand on fait des consortiums, on n'oublie jamais de se poser la question de la formation locale. Et enfin, s'il y a un autre message à faire passer, je vous ai dit qu'on intervenait des fois en première ligne, des fois ce n'est pas le cas. Et le projet que vous avez présenté tout à l'heure au Bénin, qui était financé par la KfW, donc grande banque allemande de coopération internationale notamment, nous étions intervenus à la demande du maître d'œuvre en amont sur les dimensionnements. On est une référence en la matière à l'international sur la gestion des matières de vidange. On a un laboratoire partagé avec l'INRAE en tant qu'EcoBird. Nous n'avons pas été sollicités par le constructeur, mais en revanche, nous sommes intervenus pour la mise en service, et un peu au dernier moment. Et le message que je fais passer à ces grosses boîtes qui travaillent en Afrique, notamment sur des fonds européens, qui sont aussi des grosses boîtes européennes, c'est que ça fait gagner un petit peu de temps et d'argent de faire intervenir des spécialistes sur les points précis importants, notamment la mise en service de ce type de station. Et on est une PME, donc on est très flexible. Et c'est aussi parce qu'on est des PME que certains groupes et partenaires parfois oublient de nous solliciter. Merci. Alors, c'est Marine qui avait dévoilé votre casquette précédente d'ancien directeur. Effectivement, la question de la formation, on insistera encore dessus. Antoine ? J'abonde dans tout ce qui a été dit précédemment, mais oui, pour répondre à la question, les écueils à éviter, pour moi, c'est vraiment de se faire accompagner par des entreprises et des métiers dont c'est le but, en fait, hein, dont c'est la compétence. J'abonde aussi dans la question des formations sur place. Et chez Soltena, je prêche pour ma paroisse, mais on a justement cet organisme aussi, l'Office international de l'eau. L'idée, c'est de faire du transfert, de la coopération, qui soit pas... ça va déplaire peut-être aux autres intervenants, mais qui ne soit pas forcément que de la techno, qui soit aussi de l'innovation par la méthode, par l'apprentissage, par la formation. Mais ça, c'est déjà intégré pour beaucoup. Et souvent, les projets qui fonctionnent, pour moi, sont ceux qui ont intégré ces questions-là. Après, je passe le micro à Marine. Merci beaucoup.
Oui, moi, je vais juste aussi compléter là-dessus. Quand on avait préparé cette conférence, on avait parlé de ça aussi, et je trouvais ça très intéressant. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que dans les écosystèmes où les projets se font, dans les pays en Afrique notamment, il y a aussi des écosystèmes avec des entreprises, voilà, des autorités locales. Et en fait, le côté entreprise et entreprise étrangère, ça, c'est des choses que les associations ONG ont du mal à gérer. C'est-à-dire que vous avez plusieurs entreprises, vous avez françaises, voilà, et notamment des façons de faire aussi selon les entreprises qui ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, du coup, les associations et autorités locales, même les collectivités territoriales qui font des projets, c'est compliqué. Et donc, d'avoir une entreprise qui connaît un petit peu aussi ça, qui puisse aussi alerter sur certaines techniques vendues par d'autres qui sont certes moins chères et donc qui peuvent aussi être mieux financées. C'est intéressant et c'est pour ça aussi qu'il faut faire ces liens-là. Je pense que vous pourrez compléter largement. Oui, c'est très intéressant de soulever cet enjeu-là parce que comme on le soulevait lors de panels différents, il y a parfois un différentiel au niveau des langages, au niveau des procédés. Donc trouver des terrains d'action communs, on voit la science de cette nécessité. Oui. Peut-être juste un mot. Merci. En produisant en France, se développer à l'export, c'est pas simple, on le sait tous. S'ancrer en Afrique ou s'ancrer en Inde aussi, s'ancrer dans un pays en développement, en règle générale, est très compliqué. Il faut trouver un certain nombre de portes d'accès. Il y a des partenaires locaux. Trouver les bons, c'est pas simple, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est surtout trouver des gens qui vont comprendre que l'équipement qui va être installé doit être durable. Et aujourd'hui, il y a des technologies qui existent, qui sont innovantes ou parfois qui existent depuis déjà pas mal d'années, qui ont fait leurs preuves. Et il est parfois inutile de réinventer la roue à chaque fois en mettant des innovations qui ne fonctionneront jamais parce que l'Afrique, je prends le Brésil ou je prends l'Inde, il y a des particularités qui sont propres à ces pays qui feront que la technologie ne fonctionnera pas. Donc il faut revenir sur des basiques, revenir sur du low-tech. Et peut-être apporter à des technologies low-tech des petits plus. Dans ce cadre-là, par exemple, Dosatron a mis en place des dispositifs avec un tout petit peu de technologie. On met un petit capteur qui va permettre à distance de vérifier le fonctionnement de la pompe. Il y a un petit data logger qui va ramener de l'information. Dans des zones périurbaines, ça fonctionne très bien. Et ça va permettre à un financeur de vérifier que l'installation financée opère réellement et apporte le bénéfice attendu. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des milliards d'euros qui sont dépensés avec des technologies non appropriées et pour lesquelles on n'a pas de traçabilité et des retours d'implantation qui sont très mauvais à 3 à 4 ans. Donc en fait, le but, c'est de s'implanter sur du long terme et puis trouver des moyens de financer la pièce détachée, financer l'exploitation de ces équipements. En l'occurrence, pour la chloration, pour la potabilisation, c'est bien évidemment le chlore. Et le chlore est tout simplement pas forcément simple à trouver au fin fond du Cameroun, du Bénin. Et donc, d'autres questions se posent. Est-ce qu'on le produit sur place avec du sel ou autre? Mais voilà. Et la question est vraiment... Est-ce qu'on fait du financement d'organisations, par exemple associatives, qui vont acheter des technologies disponibles en local, mais qui viendront d'Inde, qui viendront de Chine, qui seront des pompes électriques ou des systèmes un peu trop sophistiqués, mais pour lesquels il n'y aura pas de pièces détachées, ça sera du jetable? Ou est-ce qu'on fait dans le durable avec des technologies qui ont fait la preuve? En fait, ce sont vraiment là les enjeux. Et pour nous, en tant qu'entreprise privée, la difficulté, c'est de convaincre des assos de ne pas aller directement vers du low cost et puis
Donc là, partir avec nous. Et ça, c'est compliqué. Oui, tout à fait, parce qu'on est dans une vision peut-être un peu plus court terme avec les enjeux financiers des solutions, des équipements, mais en même temps, on doit penser durabilité avec l'impact environnemental. Donc, comment trouver, je dirais, le langage, la manière de sensibiliser et de prendre conscience de cet équilibre, j'ai envie de dire, à trouver au niveau coût et au niveau technologie et impact environnemental. Je pense que d'abord, il faut accompagner les financeurs français, puisqu'on est en France, à changer de posture. En 2012, lorsque François Fabius a été nommé ministre des Affaires étrangères, il a fait une petite révolution et a demandé à ce que le secrétariat au commerce extérieur soit rattaché au Quai d'Orsay plutôt qu'à Bercy, pour essayer d'apporter un petit peu d'écho dans la diplomatie. Clairement, que ce soit au niveau régional ou national, les Français qui financent sont un peu timorés sur le fait d'orienter sur des technologies françaises, il faut le dire, et préserver aussi la durabilité des investissements. Croyez-moi, le projet que je vous ai présenté, on en fait d'autres avec la KfW, ils sont beaucoup plus, ils font beaucoup plus d'entrisme. Je veux dire que la posture historique est timorée de dire que le pays souverain doit rester décideur de toutes les technologies quand ce sont des technologies low cost, comme on vient de le voir. Et encore il y a 10 jours, j'ai eu, comme je vous l'ai dit, à étudier des dossiers d'ONG qui effectivement parlent de durable, mais ne parlent pas de durabilité, tout en revendiquant de cocher toutes les cases des ODD. Je trouve ça dommage, parce que pour moi, elles ne les cochent pas. Et c'est vraiment de la posture, et il faut distiller ça auprès des accompagnants, que, outre le fait d'accompagner de projets vertueux, il faut faire de l'analyse, de l'éco-conception de ces projets. On parle vraiment d'éco-conception et de durabilité. Donc, que ce soit, c'est pas que de la French Tech, hein, soyons clairs, on ne parle pas que cocorico au néo-aquitain, parce qu'on ne trouve pas tout chez nous, mais que ce soit durable. Merci beaucoup. Si je peux juste rajouter quelque chose, je reprêche pour ma paroisse, mais il y a des enjeux de neutralité, nous, au sein du cluster. Qui dit neutralité, dire qu'on ait un traitement équitable pour toutes les technologies. Une fois que j'ai dit ça, par contre, il y a quand même... neutralité ne veut pas dire abonder dans toutes les technologies et valider toutes les technologies sans avoir un regard critique aussi sur les technologies qu'on peut être en capacité de comprendre, de comprendre le fonctionnement, l'efficacité. Mais il y a aussi un enjeu, du coup je reviens à la coopération, de s'appuyer sur les réseaux d'acteurs existants, sur les réseaux d'experts existants pour valider ou non ces technologies. Et la durabilité de ces technologies. Pierre-Yves parlait d'éco-conception. C'est des choses qui sont de plus en plus intégrées aussi par les financeurs qui cherchent à se former, à développer des connaissances sur ces questions d'éco-conception, de durabilité, d'empreinte eau, d'empreinte carbone. De plus en plus, pour moi, il y aura aussi des enjeux de validation des technologies par les financeurs. Et de plus en plus, les financeurs vont regarder l'efficacité de chaque technologie, pas que l'efficacité, le rendement ou le prix, etc. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite apporter un apport? Non? Alors, dans ce cas, on va passer à la partie échange avec le public. Mais avant tout, j'aimerais sincèrement vous remercier pour vos expertises et puis aussi pour les points parfois épineux que vous avez soulevés qui nous permettent d'enrichir de manière globale le débat autour de l'implication des entreprises dans tout ce qui concerne les eaux, l'accès à l'eau, l'assainissement lié aux eaux, avec l'impact environnemental qui est croisé, mais aussi la vision un peu plus business, puisque c'est un panel qui est dédié aux entreprises. Et donc,
comment continuer à créer du lien entre les acteurs, les actrices de terrain et les entreprises, et faire en sorte qu'ensemble, nous puissions continuer à apporter des solutions concrètes pour plus d'accès à cette ressource rare. Alors, je voudrais qu'on vous applaudisse et qu'on vous remercie, mais alors très, très, très chaleureusement. Merci infiniment d'avoir mis à disposition votre temps et vos expertises pour créer cet écrin d'idées, je dirais infini, sous l'arbre à palabres. Alors, chère audience, la parole est à vous. Alors, je reconnais le visage de speaker d'hier. Il y a Monsieur Alain qui est là, il y a Monsieur Jérémy. Et donc, je sais que voilà, ce moment sera intense et riche en réflexion. Donc, les personnes qui ont avant tout des questions, je vous invite à vous présenter brièvement, à adresser votre question à l'oratrice ou à un de nos orateurs en précisant vers qui cela va. Et ensuite, on ira vers les contributions. Donc, la parole est à vous. Alors, je remercie, puisque je vois Chloé qui est là, pour féliciter toute l'équipe organisatrice aussi de Cyclo, qui fait la communication, qui a fait un travail en amont extraordinaire. Il y a Jeanne à la régie. Alors, est-ce qu'on peut aussi les applaudir parce qu'elles travaillent dans l'ombre pour créer la lumière et faire éclore les idées. Merci, Chloé. Oui, une question, une conférencière du panel précédent. Merci, Isabelle. Bonjour. Je constate avec ce panel donc je suis Isabelle Berrier, responsable des partenariats avec les entreprises pour l'ONG Initiative Développement, basée à Poitiers. Nous, on mène des projets sur l'eau et l'assainissement et aussi les déchets. Sur le continent africain, on a des projets au Tchad, au Sénégal, au Bénin. Qu'est-ce que j'ai oublié? À Madar, on a eu aussi. Sur des enveloppes autour d'1 million, 1 million à 600 000. Et en fait, quand je vous entends et quand je vois vos projets, je vois aussi nos projets en fait, qu'on met aussi en œuvre. Et à travers le consortium Soltena, vous avez aussi des valeurs que nous aussi on défend. Donc sur les projets, sur les valeurs, sur les territoires, on a ces trois éléments en commun. Et pourtant, aujourd'hui, Initiative Développement ne travaille peut-être un peu avec Sodexo sur 2-3 trucs, mais ne travaille pas avec vous. On a aussi la proximité géographique. On est une ONG basée à Poitiers. Ma question, c'est... alors, on a nos guichets de financeurs qui ne sont pas les mêmes. Et du coup, on est chacun à faire notre popote de son côté. Mais on n'agit pas encore ensemble. Et je voulais avoir votre regard. Et face à ce constat, quelle était-vous votre réflexion, votre stratégie là-dessus? Je dirais que d'abord, c'est une question d'opportunité. Donc, on commencera peut-être demain ou cet après-midi. La technologie que l'on porte est que très peu connue. On continue de la faire connaître. Nous sommes que 2 au sein de l'entreprise à la porter dans le domaine de l'eau. Donc, on a un problème de ressources aussi. On essaye de la porter sur plusieurs continents à la fois, sur des projets clés. Il est difficile où le temps est fini, donc on est obligé de se répartir les travaux et d'aller par priorité par rapport à des tailles de projets, par rapport aux sensibilités que l'on a aussi. Et puis les gens pensent, enfin c'est malheureux, mais les gens pensent, on est formé en Europe avec l'électricité, avec l'eau au robinet, l'électricité dans la prise et l'eau au robinet. Donc on a une manière de penser qui n'est pas la même, qui doit être utilisée quand on est dans un pays en voie de développement. Et donc, si le matin, quand on se lève, les équipements électriques ne fonctionnent pas, évidemment, la pompe qui va nous permettre d'avoir de l'eau au robinet n'a pas été activée et ne pourra pas fournir de l'eau. Donc, c'est à ce moment-là que si on découvre notre technologie qui fonctionne sans électricité, on va penser à nous. Mais tant qu'on ne nous a pas découvert, tant qu'on n'a pas montré la preuve du fonctionnement de nos technologies, les assos, même comme la vôtre, des petites ou des grosses, vont pas avoir le réflexe.
Et puis, j'ai entendu parler dans la conférence précédente du mécénat d'entreprise avec des gens qui vont s'impliquer. Ça, on ne l'a jamais fait chez nous. Je pense que c'est des choses que l'on peut travailler, mettre des ressources à disposition. Et on est les premiers à accompagner des organisations. Je m'investis personnellement avec les pompiers solidaires, par exemple, mais on n'est pas partenaire d'une asso. On travaille avec différentes structures. Lorsque Solidarité Internationale est venue vers nous pour le projet pour Chido, en fait, on a été extrêmement réactifs. Et il faut aussi savoir, un atout pour vous, c'est que notre organisation est capable de fournir des équipements en quasiment 48 heures. Donc sur une crise climatique, en fait, on est extrêmement réactif. Donc ça peut aider pour des acteurs de l'urgence. Pour le développement, ça se planifie, mais on a une capacité de production. Je parlais de 200 000 pompes, uniquement 2000 dans le domaine de l'eau potable. Donc je ne vous cache pas qu'on peut travailler quelques heures de plus pour produire d'autres équipements dans le domaine de l'eau potable et très vite. Donc les équipements partent dans moins d'un mois dans une région du monde qui en a besoin, quoi. Donc tout est à faire, je dirais. Voilà. Merci, Monsieur Christopher, pour ces points de réflexion. Monsieur Cédric. Oui, comment dire, on est au Syntergis, on est évidemment prêt à travailler avec tout le monde, avec toutes les bonnes volontés et très volontiers avec vous, entre autres. Si sur vos projets, vous faites face à des problématiques de qualité d'eau potable, qui n'est pas très très bonne, nous, on a la technologie qui permet de rendre vraiment l'eau potable sans maladie, sans bactéries, etc. Donc, en plus, si le réseau électrique n'est pas très présent, on met de l'autonomie énergétique. Donc, on travaille ensemble quand vous voulez. Je vais me répéter un petit peu, mais si on travaille avec peu d'ONG, et si je suis rentré aussi au conseil d'administration de Socopération, c'était pour essayer de faire en sorte que Soltena et Socopération échangent. Je suis toujours administrateur des deux, et que des barrières tombent, et que les perceptions des entreprises privées vis-à-vis des ONG soient différentes, et vice-versa. Sans détail, mais qu'elles soient différentes. Et pour le coup, quand on a créé en 2015 EcoBird, après 20 ans d'activité sur nos métiers, c'était suite à un audit financé par la région Nouvelle-Aquitaine sur nos capacités à se diversifier à l'international, et on a opté pour faire du transfert de technologie et de l'accompagnement. Et n'étant pas écouté, entendu par vos organisations, nous avons décidé de se faire écouter par les financeurs. Donc en fait, notre manière de nous déployer sur la coopération internationale est d'être référencée par des financeurs. Malheureusement, il y en a certains qui ont disparu parce que M. Trump a décidé de leur couper les vivres, mais en général, on est beaucoup mieux référencé par les financeurs étrangers aux Français, vous l'avez bien compris, que par les Français actuellement. Je complète un tout petit peu. Je pense qu'il n'y a pas d'excuse au fait qu'on se côtoie pas ou qu'on travaille peu ensemble. Ou, voilà. Il y a des choses aussi à remettre peut-être dans le contexte au niveau des ressources RH. Chez Soltena, sur la partie eau, moi je suis le seul opérationnel. On a un réseau d'acteurs qui est de 70 structures, mais sur l'eau, uniquement sur l'eau. Sur le millésime 2015, on est à 68 structures qui sont offreuses de solutions. Sur les actions de mise en valeur, en fait, évidemment, on ne peut pas être partout, on ne peut pas mettre en avant tout le monde tout le temps. On essaye, mais c'est pas facile. Sur un territoire déjà comme la Nouvelle-Aquitaine, c'est un territoire qui est vaste. On ne peut pas connaître tout le monde. Par contre, il faut aussi s'acculturer au fait qu'il y a de plus en plus de projets, il y a de plus en plus de mise en avant, et il y a de plus en plus d'espaces de dialogue aussi.
via les nouvelles technologies, les nouveaux espaces d'échange, la facilité de produire de la connaissance via des webinaires, des journées techniques. Donc c'est des choses qu'on essaye de mettre en place, mais pareil, on est aussi limité par la ressource RH et par le temps est fini, donc on peut pas faire autrement, j'ai envie de dire. Mais n'hésitez pas vraiment. Dans les organismes type associatif, il y a une concurrence qui est assez faible, donc on peut vraiment coopérer en se renvoyant la balle et en disant voilà, je peux pas accompagner cet acteur. Est-ce que vous pouvez le faire ? Est-ce qu'on peut le faire à deux ? Voilà, je pense qu'il y a des enjeux de visibilité à ce niveau-là. Mais on fait au mieux. Je complète la même chose. Hein. On fait au mieux aussi. Grosse problématique, c'est la RH. Je sais que toi, tu es salarié et que tu as temps plein sur ça, et c'est vraiment un atout, en tout cas, j'ai envie de l'utiliser pour toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc, tiens-toi prête. Mais c'est vrai que oui, ça fait des années où, en fait, Soltena et ce coopération on avait envie de travailler ensemble, sauf que ça prend du temps parce que nous... on n'est pas, c'est vrai, le secteur économique, on ne le connaît pas. Et donc, du coup, oui, il faut prendre le temps de faire le réseau. Voilà. Et pour autant, on a les mêmes valeurs. Donc, en fait, c'est ce qui fait qu'on est là encore tous les deux. C'est que, OK, oui, il y a les choses concrètes, ça met du temps à arriver. Mais en fait, on a quand même envie d'y travailler. Et en plus, le contexte des baisses budgétaires nous oblige aussi à diversifier les financements et l'accompagnement, voilà, et tout revoir. Et donc, c'est pour ça que là, nous, en tout cas, c'est une des... Enfin, on a d'autres priorités aussi, mais c'est une des priorités, en tout cas, c'est de développer ça pour 2025-2026 et donc de continuer des webinaires ou des rencontres là-dessus. Mais malheureusement, ça prend du temps. Oui, ce sera bénéfique pour les deux, en effet. Merci. Oui, bien sûr, Monsieur Christopher, encore une idée à partager. Donc moi, je voudrais faire une invitation, tout simplement. On peut être fier de l'entreprise basée à Tresse dont nous disposons. On peut accueillir vos équipes, inviter des ONG à nous visiter. Vous allez découvrir nos capacités de production, découvrir des projets. On pourra vous former, passer des messages également. On peut même faire entrer d'autres entreprises privées avec qui on travaille déjà ou pas. Mais la coopération passe aussi par le rapprochement, par des visites d'entreprises. Savoir que l'on existe, on est des personnes. Derrière, il y a des hommes qui assemblent tous les matins, qui se lèvent dans un but commun. Et je pense que ça, voilà, moi je le propose. Après, il faut le structurer, on le met en place. Voilà. On se dit à 3 mois, par exemple, après les vacances. C'est incroyable, finalement, à travers cet espace d'échange, on crée voilà, des actions concrètes, on prend le pas. Donc merci, Monsieur Christopher. Et puis, Marine a déjà répondu à l'appel. Si je peux me permettre très rapidement, l'idée de Christophe m'en donne une autre, c'est que donc, nous, on a un système qui fonctionne du côté de Libourne. Donc, vous êtes les bienvenus pour le visiter quand vous voulez. Alors, l'application n'est pas exactement d'eau potable, mais pour faire de l'eau potable, notre système va être exactement le même. C'est de l'ultrafiltration avec des panneaux solaires, des batteries. Donc, c'est exactement le même système. Donc, vous êtes bienvenus quand vous voulez pour venir le voir. Intéressant. On a hâte de découvrir ces solutions innovantes. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question ou une contribution? Parce que je sais qu'il y a des expertes et des experts parmi l'audience. Pas de questions? Plus de questions? Plus de contributions? Non? Est-ce que nos orateurs, et notre oratrice, vous avez la volonté d'émettre peut-être encore une idée, une clé, très rapidement, avant de clore ce panel? Bon, vous avez déjà beaucoup parlé, beaucoup partagé. C'est pas une nécessité, mais c'est au cas où on aurait omis un appel à l'action ou de penser un process. Non, tout est dit. Tout est dans la boîte. Alors, dans ce cas, j'aimerais
revenir sur quelques points essentiels que nous avons pu mettre en exergue à l'occasion de cet échange. Mais avant tout, je veux encore qu'on les applaudisse. Alors, d'une part, il est important, et nos orateurs et oratrices appellent à la vigilance en termes d'impact environnemental. Donc, il est crucial de penser et identifier en amont quelles sera, je dirais, les répercussions en termes d'environnement. Ça a été clairement mis en évidence à travers la filière de la gestion des boues. Il est essentiel aussi de mener des actions de terrain avec des retours d'expérience sur les territoires. Il faut inciter au partage de solutions malgré le secteur qui est quand même concurrentiel. On l'a mis en évidence. Et il faut coopérer sur la transmission des savoirs, vraiment inciter au partage. Il est important de favoriser les partenariats au niveau local aussi et de s'appuyer sur les expertises qui sont déjà déployées sur place. Il est important de créer des rapprochements entre secteurs privés et associatifs et de faire tomber certains murs. Il est essentiel de bien s'entourer, de faire le transfert des technologies et des compétences. On peut commencer petit à petit pour s'inscrire dans un temps long. On a parlé de cette notion du temps et de durabilité. On incite également à mettre en avant et à renforcer la formation au niveau des partenaires locaux. Il faut s'assurer que les équipements soient présents et aussi durables. On doit mettre en avant le transfert de l'innovation, pas que par la technologie, mais également par la méthode. Il faut trouver des technologies aussi d'innovation qui soient vraiment adaptées au contexte sur place afin de réduire, je dirais, ce gap, ce fossé et faire en sorte que les bénéfices escomptés soient clairement d'application. Il faut accompagner les financeuses et les financeurs à changer de posture. On l'a vu, c'est important. On parle d'éco-conception et de durabilité encore et encore. Il faut s'appuyer sur le travail des acteurs et des actrices de terrain existantes pour valider les innovations et les technologies. Et enfin, je vais clore ce débat, mais plus globalement, toutes ces sessions de plénière et de conférences d'Africa COP, en m'appuyant sur un des propos émis par Monsieur Christopher, mais ça avait déjà été soulevé hier par Monsieur Antoine. Il faut déconstruire l'idée que l'eau vient du robinet. Il faut déconstruire l'idée que l'électricité vient de la prise pour ouvrir tous les champs des possibles pour penser et co-construire les nouvelles solutions de demain pour les générations futures en termes d'impact environnemental, en termes d'innovation, comme je l'ai soulevé, quand on parle de solutions relatives aux eaux et à l'assainissement des eaux. Encore bravo, merci chère audience, et je voudrais tout particulièrement remercier Julia qui a été d'un soutien précieux durant ces 2 jours de conférences et de panels. Elle a été très active et elle m'a aidé à faire circuler la parole. Donc, applaudissements pour mon hôtesse, Julia. Vraiment, merci pour ton efficacité et ta réactivité. Je voudrais encore remercier les partenaires qui ont permis de mettre en place cette première édition d'Africa COP qui a fait résonner nos voix, les solutions sous l'arbre à palabres pour la première fois donc au sein du salon Cyclo qui, je le rappelle, est un rendez-vous incontournable de l'eau. On a parlé d'autres rendez-vous, notamment le Forum de l'eau à Dakar, dont beaucoup d'orateurs et oratrices ont souligné la pertinence, et on voit à quel point on se trouve dans une manière de penser de manière conjointe les solutions, que ce soit ici en Europe et sur le continent. Donc c'est une manière de co-construire les savoirs, les expertises et les solutions. Merci encore aux audiences. Et puis, c'était un plaisir pour moi de vous accompagner pour cette première édition d'Africa COP 2025. Mon nom est Ivoire de Rosen et on se retrouve à... 3, 2, 1.